Merci infiniment de cette présentation qui me touche beaucoup. Et c'est vrai que notre cénacle, cet après-midi, a le privilège d'avoir le cœur du peintre à travers Françoise Marquet et le cœur du poète à travers Micheline Banquille. Et c'est un privilège que nous avons dans notre petite assemblée de conspirateurs. C'est les assemblées que j'aime, c'est celles où on peut véritablement partager à la fois la pensée, mais aussi quelques intuitions, quelques pistes de recherche sur un peintre et des poètes, dont bien sûr au premier plan Henri Michaud, sachant que c'est toujours des idées qui sont en mouvement. Nous sommes devant des œuvres qui n'en finissent pas de s'ouvrir, de continuer à vivre, et qui nous appartient en permanence d'offrir et de partager. C'est un privilège pour moi que d'être ici, dans cette fondation Bodmer, que vous connaissez tous, qui est un lieu de pensée, un lieu de collection, mais aussi un lieu de partage. Et donc, à l'occasion de cette exposition sur Zaouki et Henri Michaud, nous pouvons pénétrer la rencontre entre un grand peintre et un grand poète. Et je me suis penché avec Françoise Marquet, avec Yann Edgen, sur ce parcours assez unique de Zaouki et des poètes. Nul, bien sûr, n'a été plus important dans ce parcours, dans cette rencontre avec les poètes, que Michaud. C'est là, je crois, bien sûr, la clé d'une partie de l'œuvre de Zaouki. Et on peut dire, sans forcer les choses, que Zaouki n'aurait pas été Zaouki sans l'impulsion, sans le regard et sans l'amitié de Michaud. Dans les lithographies de ce peintre chinois débarquant à Paris, il a su saisir les horizons lointains, ce pays mystérieux que Michaud appelait affectueusement la Zaouki. Monde que vous pourrez découvrir en vous promenant dans l'exposition. Je crois également que la poésie de Michaud n'aurait pas connu les mêmes inflexions visionnaires, les mêmes quêtes de forme, du signe, sans le compagnonnage de Zaouki. Cette rencontre de deux hommes est comme l'incarnation d'une rencontre plus large entre deux arts, au confluent bien sûr de deux grandes traditions, l'illustration poétique, l'enluminure, comme Zaouki se plaisait à l'appeler avec René Char, c'est bien l'aboutissement d'un long cheminement de deux arts essentiels. Le mot, quand il rencontre l'image, depuis les origines, eh bien, il s'entrelace, il s'affronte et il se défie. L'art ne cesse de creuser la même question: comment peut-on réconcilier le mot avec l'image? Que savons-nous des mots, des rites qui accompagnaient les premières images? Que pouvons-nous imaginer de l'effort magique pour mettre en ordre le monde et son savoir qui présidait aux premières peintures de Pestre il y a 30 000 ans? Quand on s'émerveille devant les grottes de Lascaux, d'Altamira, on est surpris de voir la fraîcheur, la force de ces images. Quels mots accompagnaient ces peintures? Quels mots accompagnaient ces premiers témoignages de l'homme cherchant à se confronter à quelque chose de plus grand que lui? Eh bien, nous en savons peu sur ce sujet, mais j'ai la conviction que tout le travail de l'art, toute l'histoire de l'art en Occident comme en Orient consiste en permanence à chercher à revenir aux sources, à dépouiller l'art de ses contingences sociales, historiques, à s'élever au-dessus des circonstances et à espérer entrevoir les origines premières, à boucler la boucle entre ce vertige du début et ce vertige de la fin, entre le commencement et l'aboutissement, la fin de la vie. L'art donc comme un éclat, comme un fragment, comme une sorte d'étincelle arrachée à la foudre. J'ai la conviction que l'art de Zaouki permet ce regard en nous-mêmes, un fil de vie qui épouse le souffle de la création, le souffle du créateur. Nous savons, en revanche, à défaut de connaître ce premier lien entre le mot et l'image, nous savons l'étroite parenté qu'ont entretenu peinture et poésie depuis la plus grande antiquité.
Nous savons la passion minutieuse des poètes latins et des poètes grecs s'essayant à la description de l'image. Nous savons l'effort constant pour mettre en image, sur les vases, sur les mosaïques, sur les peintures perdues, les mystères sacrés des grands poèmes héroïques de l'Iliade ou de l'Énéide. Nous savons comment l'art chrétien a cherché à fondre la parole sacrée dans l'image et dans la statuaire, certes pour donner à voir et à comprendre cet évangile des pauvres, mais aussi pour inscrire dans la lumière et la couleur les mystères du sacré. C'est toute la peinture, toute la quête des peintres d'icônes, depuis Constantinople jusqu'au bord de la Volga. C'est toute la quête aussi du vitrail, lorsque l'art gothique fend la pierre pour en faire surgir la lumière divine, altérée par le verre comme manifestation réelle du mystère de l'incarnation. Nous mesurons enfin comment l'enluminure a anobli le texte et institué la poésie non seulement comme geste éphémère, mais bien comme objet durable. Les livres d'heures gardent encore le témoignage avec des bleus profonds, des rouges sanguins, d'une présence du monde dans le livre. Alors, le mot écrit devient acte à part entière, en Occident comme en Orient. D'un côté, par le versant lumineux du signe qui est immédiatement donné, immédiatement présent, qui font les caractères et les illustrations dans une fusion des jambages et des initiales, ces livres d'or magnifiques que nous pouvons encore aujourd'hui contempler. L'autre, du côté de l'Orient davantage, par le versant escarpé de la harmonie de pleine page, du signe comme annonce de sens multiples. Si l'art de Zauki, particulièrement dans ses illustrations de poèmes, a une telle affinité avec la calligraphie, c'est bien qu'il se situait dans cet ancien labeur du signe, de l'origine du signe, alliant rigueur et esthétique. Et il faut bien comprendre cette différence majeure qui existe entre l'Orient et l'Occident. D'emblée, pour l'homme d'Orient, l'image et le signe se confondent à travers l'idée, l'idéogramme, qui est d'emblée la chose donnée. Et c'est pour cela que le rapport à la peinture de l'homme d'Orient est très différent de celui de l'homme occidental. Le sens ne nous est pas donné à nous par l'image. Il se surimpose à l'image. C'est donc dire à quel point, de ce point de vue, la formation initiale d'un peintre comme Zauki est différente de celle des maîtres qui ont été les siens, comme Matisse, comme Paul Klee. C'est une autre démarche, un autre regard, un autre univers mental. La recherche artistique est bien l'ultime demeure de la communion des arts. À la vérité, il n'y a pas d'art authentique qui ne cherche à conquérir les territoires des autres arts, qui n'éprouve douloureusement les limites de son support. Il y a une sorte d'esprit orphelin dans chaque art et une tentation de dépasser les limites. L'image cherche les mots et la musique, ce qui lui manque. Le poème cherche, lui, l'immédiateté de la vision et la délicatesse du toucher. Chacun cherche à s'ouvrir à d'autres arts, d'autres réalités, d'autres potentialités. Mais l'art reste désir d'appropriation, d'absorption, d'expérience totale. L'art vise l'unité. Il tente à se détruire dans l'acte même qui le réalise. Conserver une œuvre, c'est résister à ce désir, c'est le maintenir en vie, mais à distance. Et cette distance, c'est aussi ce que produit le face-à-face des arts. Dans les livres de Zauki, les livres faits avec les poètes, le mot et l'image se regardent en quelque sorte comme en chien de faïence. Ils semblent sans cesse sur le point de fondre l'un sur l'autre, de se dépecer. Et il y a, ne l'oublions pas, nous sommes dans un monde, en tout cas le nôtre, l'Occident, qui trop souvent, ou souvent, est un monde policé. Il y a dans ce face-à-face une sorte de violence inouïe qui, justement, exprime quelque chose de singulier, quelque chose de nouveau. Et c'est le propre de l'œuvre de Zauki d'avoir été inséparable de la poésie. Et je voudrais, cet après-midi, vous convaincre, affirmer que les illustrations de poèmes faits par Zauki ne sont pas des divertissements, ce ne sont pas des décorations qui accompagnent les poèmes, ce ne sont pas des œuvres mineures ou des œuvres secondaires. Elles sont bien plutôt
le laboratoire de l'œuvre. Souvent, ces illustrations font surgir pour la première fois tel ou tel tournant majeur de l'œuvre, la disparition de figures en caractère schématique ou en nuages de signes, la recomposition des espaces chaotiques entre le plein et le vide. Souvent, la recherche avance par phases aiguës et on retrouve à certaines périodes, et notamment au début des années 50, puis à nouveau au milieu des années 60, une activité plus intense d'illustration de poèmes. Elles sont aussi, ces œuvres écrites, les murs porteurs de l'œuvre. Zhaouki a appuyé sa recherche esthétique sur l'échafaudage de la poésie, il a bâti sur elle la contrainte du mot écrit, les obligations du dialogue ont été paradoxalement, pour Zhaouki, des espaces de liberté, où il a pu entreprendre, imaginer des formes nouvelles. Ces illustrations sont peut-être même le cœur vivant de l'œuvre, là où on sent battre le désir de vivre, le besoin de la quête, l'exigence de la vérité. Oui, à mon sens, 3 mots rassemblent l'aventure de cette rencontre, la vérité, le mystère et puis la vie. Il s'agit bien en effet d'une quête hors du commun pour le peintre, d'une quête de vérité hors du commun. Hors du commun parce qu'elle vise une tâche impossible, rendre visible l'invisible à travers un travail de mise en lumière. Il est difficile, très difficile, d'approcher de la vérité de ces œuvres communes construites par le peintre et les poètes et qui dialoguent à travers chaque ouvrage. Du côté du peintre, si on se met à sa place, ce sont à la fois des œuvres, lithographies, gravures, eaux-fortes, dessins bien sûr, qui sagement inscrivent sur la page blanche et qui s'offrent au regard ce travail délicat, minutieux du peintre. Mais ce sont aussi en même temps des lucarnes qui sont ouvertes sur des ensembles plus vastes, plus secrets, qui sont impossibles à montrer si on ne se réfère pas à l'ensemble de l'œuvre. Ce ne sont pas donc simplement des œuvres qui sont posées là pour accompagner le poème, ce sont des œuvres qui ouvrent à des devenirs futurs. Œuvres donc à part entière, et en même temps des fragments arrachés au flot d'une poésie de couleurs et de traits, poésie qui accompagne l'œuvre et qui, avec ces espaces de lumière, sont posés en face des mots. Il y a dès lors, dans ce face-à-face, quelque chose d'insaisissable. Ces œuvres ont été esprits avant d'être devenues matière. L'espace prend forme et se dérobe tout à la fois. Il est mouvement, il est chemin, il est éclair. C'est le chemin unique d'un peintre-poète chinois ouvert à la diversité du monde, épris de questions, sans doute presque plus que de réponses, du singulier comme de l'universel, de l'éphémère comme de l'absolu. Du côté des poètes, qu'il s'agisse de Michaud bien sûr, de Char ou encore de Léopold Senghor, les mots s'agencent sagement ou follement, en lignes serrées ou espacées, et c'est bien cette liberté qui a depuis toujours donné à la poésie et à l'écriture cette force unique de recréation qui est liberté et renaissance à la fois. La poésie, c'est vrai, reste sans doute l'un des arts les plus libres. Non parce qu'il serait le plus proche des origines de l'esprit, qu'il serait en quelque sorte le plus pur, mais parce qu'il est au contraire le plus élaboré, le plus distillé, le plus asséché, le plus dépouillé. Je me souviens un jour, un ami proche, poète franco-libanais, Georges Chéadé, me disant « il faut épousseter le poème », c'est-à-dire en permanence épurer, enlever, comme le peintre peut le faire sur sa toile, enlever de la matière, enlever des mots, de façon à faire ressortir, ressurgir l'essentiel du sens et du mouvement des mots. Et bien, par ces illustrations, Zhaouki a entrepris une aventure sans précédent, parce qu'il a épousseté la peinture. Il s'est servi de l'encre et de la couleur pour âprement aller à la rencontre du poème. Il en a gravi les flancs, armé du pinceau et du burin, comme certains alpinistes se lancent à l'assaut d'une montagne avec un piolet et leurs mains nues. Et c'est donc quelque chose d'assez magique à observer à travers ces livres, une poussière d'images qu'il s'est acharné à dévoiler à travers toutes ses œuvres, et je pense notamment à ces gravures extraordinaires accomplies pour les compagnons dans le jardin avec René Char. La matière devient poussière, comme emportée dans une sorte de tourbillon d'être qui semble être la source même de la vie,
Et cette poussière, parfois, parvient à recomposer un monde. Elle jette des passerelles invisibles entre les atomes épars. Elle crée des lignes de fuite et de faille. Elle enfle en bulles légères, telles que celles qui s'agitent sur d'autres images illustrant le même livre. D'autres fois encore, cette poussière prend vie, elle s'informe, elle s'arrange, elle se concentre en un jaillissement soudain qui fait apparaître des êtres étranges, sorte d'insectes sombres sur la page, à la manière des ants qui illustrent les traductions par Yves Bonnefoy de quelques sonnets de Shakespeare. Hors du commun, cette rencontre entre peinture et poésie est également parce qu'elle sait pour nous rendre palpable le temps qui passe. C'est une concrétisation du temps qui passe, de l'inspiration créatrice qui se cherche, se précise et se forme peu à peu. Ces livres de peintres et de poètes incarnent du temps qui est fait matière, du temps qui est devenu matière. D'une part, ce sont des œuvres qui étaient, ne l'oublions pas, exigeantes en temps. Pas moins certainement que les grandes toiles à l'huile, il y avait un grand travail de préparation, de réflexion, de recherche, faite au milieu des mots et au milieu des couleurs. Il y avait aussi beaucoup de minutie dans cet art. Un art exigeant, et pour cela si admirable, de la gravure, de la lithographie, de l'eau forte. Il y a là comme une confrontation à la matière qui porte quelque chose d'essentiel et qui ressemble à l'empreinte que laisse le temps sur la roche à travers l'œuvre de l'érosion. Mais d'autre part, ces œuvres, eh bien, elles s'étendent sur le temps long. Ils forment une colonne vertébrale de l'œuvre de Zaouki à travers les époques, à travers les joies et les douleurs. En un sens, pour moi, ces livres magnifiques sont comme des fils d'Ariane qui guident à travers le labyrinthe de lumière qu'est l'œuvre de Zaouki. 50 années séparent les œuvres fondatrices des 8 lectures d'Henri Michaud et les poèmes en images des dernières années avec Yves Bonnefoy, par exemple, ou Bernard Lorel. Au départ de cette longue série, il y a un événement auquel il faut revenir, il y a un livre unique, ce sont les 8 lectures d'Henri Michaud que vous pourrez apercevoir lors de l'exposition. On ne soulignera jamais assez à quel point elles ont influencé l'art de Zaouki. Elles ont en effet, et c'est important pour un créateur, construit sa confiance dans sa propre recherche. Henri Michaud, qui ne connaissait pas ou peu l'homme, a subi cette révélation à travers ce qu'étaient ces lithographies, la révélation du peintre, et cette confiance a profondément réagi sur l'artiste. Elles ont en plus, au-delà de la confiance qu'un peintre peut acquérir dans son œuvre à travers le regard d'un grand poète, il y a un autre élément qui pèse. C'est que tout à coup, pour un créateur, surgit cette idée de la fraternité possible en art. Et je voudrais m'attarder un instant avec vous sur ce mot fraternité, qui est pour moi essentiel, car si l'artiste est solitaire, l'idée que tout à coup son œuvre va être comprise, que son œuvre va être perçue à travers tout son laboratoire, toutes ses difficultés, toutes ses épreuves, eh bien c'est un élément qui permet d'aller plus loin encore dans la création. Et on voit bien à quel point ce mot fraternité, nous sommes habitués à entendre parler de fraternité au combat, lors de guerre, fraternité dans des moments difficiles de la vie, mais la fraternité en art est un élément moteur qui est au cœur de la rencontre entre les peintres et les poètes. Il a une valeur particulière, ce mot, pour un créateur. Souvent il est abstrait, brillant, tout là-haut, comme une sorte d'idéal impossible à atteindre, et il devient pour Zaouki une source d'inspiration, comme il l'était pour des écrivains, comme Romain Gary, comme Albert Camus, comme Paul Éluard, comme René Char, ou encore pour des peintres comme le Tintoret, comme le Caravage, comme le Gréco, comme Goya, comme Chardin, comme Courbet, comme Van Gogh, qui, chacun à sa façon, a découvert en chemin, dans le chemin de sa vie, dans le chemin de sa création, le sens particulier à donner à ce mot, à ce sentiment, la fraternité. Pour Zaouki, le livre correspond à un double ancrage. Un premier ancrage d'abord dans la page blanche, cette page qui s'échange, se partage, qui est une sorte de preuve de vie, une preuve d'incarnation, mais c'est aussi un ancrage dans la chair et le sang du compagnonnage, de l'amitié, qu'il arrache un instant
à la terrible solitude, au terrible vertige du créateur. Et quand on imagine ce qu'est pour un peintre cette confrontation avec la toile, dans un atelier au quotidien, tous les jours, cette solitude-là, et bien tout à coup, le livre entre poète et peintre ouvre une fenêtre sur quelque chose d'humain qui imprègne l'œuvre commune du peintre et du poète. 50 années sont enjambées entre un embarquement pour l'inconnu et un retour au rivage natal. Une aventure pour Zauki qui envisageait toujours la peinture comme une grande aventure, je le cite, oser de nouvelles couleurs, faire naître de nouveaux espaces, inventer de la légèreté. Nous ne sommes pas du tout là dans la peinture qui se fixe pour objectif de répéter, de recommencer quelque chose de déjà fait, mais au contraire, celle qui prend le plus grand risque inventer des formes nouvelles, s'atteler à des formes qui, jusqu'à aujourd'hui, n'avaient pas été créées. Cette rencontre entre peintre et poète est en même temps une invitation à méditer plus largement sur le livre, et où mieux que ici, dans cette fondation Bodmer, se livrer à cette réflexion sur le sens du livre. Nous voyons souvent, dans ces livres de poésie et de peinture, nous voyons souvent ces livres à travers des fragments épars qui sont reproduits. Nous devons nous souvenir que ces livres ont été conçus, pensés, imaginés, créés pour être lus, pour appartenir au compagnonnage silencieux des bibliothèques. Et à bien des égards, le XXe siècle restera sans doute comme l'apogée et en même temps le naufrage du livre, en tant qu'objet de désir, objet de collection, objet de méditation. L'entrée dans la production et la consommation de masse, la dématérialisation à l'âge numérique, entraîne une sorte d'obsolescence du livre et non de l'écrit, bien sûr, il faut le préciser. Le livre, c'est d'abord le dialogue. C'est le dialogue de la page avec la page opposée. C'est un élément qui ressort très fort dans le livre de peintre et de poète. Une page appartient au peintre, l'autre au poète. Et ce dialogue esthétique de la peinture et de la poésie, ce dialogue amical qu'entreprend Zauki avec les meilleurs poètes de son temps, tous ceux qui cherchaient dans les mots à exprimer une force visionnaire, eh bien, il retrouvait un élan, une force particulière avec le compagnonnage de Zauki. Il n'y a nul hasard que Zauki se soit attaché aux briseurs d'images et aux faiseurs d'images, à ceux qui ont cru une autre vision possible en déréglant les habitudes de la vie, qu'ils se soient tournés vers Rimbaud, vers Ezra Pound, vers Michaud ou vers René Char, tous travaillés par des fulgurances, tous attirés par le continent des couleurs. Le dialogue qu'incarne le livre, c'est aussi bien sûr, à travers Zauki, le dialogue entre l'Orient et l'Occident, dont Zauki a été un des exemples les plus vivants tout au long du XXe siècle, renouant les liens des civilisations et les liens de culture partis à la dérive. 51 ans après le rétablissement des liens diplomatiques entre la France et la Chine, à l'initiative du général de Gaulle, nous voyons l'immense nécessité d'un dialogue exigeant, tourné vers l'avenir et fondé sur la longue durée des cultures et des États. Car ce dialogue entre peintre et poète a eu lieu aussi, rappelons-le, dans un siècle d'instabilité, un siècle de terreur, le XXe siècle, un siècle de doute. Il y a ici la trace du dialogue difficile entre la modernité et la tradition, entre le besoin de rompre et le besoin de préserver. Zauki s'inscrit ainsi, à l'Est comme à l'Ouest, dans des générations et des lignées de peintres qui ont trouvé leur voie vers la modernité. Le XXe siècle a conquis les saintes victoires par tous les versants. La suite des images de ce dialogue ininterrompu est comme l'empreinte d'un de ces chemins frayés vers l'abstraction, pas à pas. Cette rencontre entre poésie et peinture, elle nous permet d'approcher au plus près le secret de la clôture. Car le livre, ne l'oublions pas là encore, c'est le pli, c'est la charnière, ce qui joue entre les sens et entre les pages. C'est là que se cache le souffle de l'artiste, le souffle du poète. C'est là qu'est possible, au sens le plus littéral, l'explication, le déploiement des multiples potentialités du créateur. Là que la vie se rétracte, loin des soleils brûlants ou des ténèbres glacées, le livre prospère dans la pénombre.
C'est l'enfant des crépuscules, des soirs passés à lire à la lampe et à voir surgir les chimères hors du livre. Le livre, c'est le face-à-face avec la solitude, c'est l'apprentissage de soi-même. Ce sont des pages de livres. Plus secrètement encore, ce sont les traces et les vestiges d'un mariage entre les mots et les couleurs, d'un entre les pages qu'il est par définition impossible de montrer. En un sens, tout est là, mais rien n'est visible. Et c'est à vous, c'est à nous, c'est à votre regard, à notre intelligence, de chercher les fils, les mots, l'esprit qui anime ces œuvres, qui les unifie et qui les vivifie. C'est à nous de faire un parcours entre ces pages, comme le lecteur crée le roman que l'auteur a mis à sa disposition, comme il le recrée à chaque fois qu'il relit le roman, n'y trouvant jamais le même sens que la première fois, lisant toujours dans le contexte d'un état d'esprit, d'une expérience de la vie et des hommes, d'une préoccupation ou d'une humeur. Mais il y a aussi, dans ces œuvres, plus profond encore, un mystère, la révélation du mystère, de la lumière et du souffle. Car nous sommes témoins de l'échange permanent et presque sacré entre les mots et les images. C'est ce que révèlent par exemple les magnifiques lithographies qui accompagnent l'élégie pour Jean-Marie de Léopold Sédar Senghor et qui forment comme une sorte d'écrin de rétable autour des mots. Il y a là comme un rehaussement qui fait advenir l'objet au lieu de simplement le commenter, le compléter, le gloser. Au cœur de ces images, il y a l'obscurité rendant possible la lumière. Les illustrations sont hors de tout rapport de cause ou de conséquence avec les poèmes. Elles sont bien plutôt des enluminures, c'est-à-dire de la lumière brute, de la lumière crue, répandue sur la page. C'est sur ce point que les intuitions de René Char et de Zaouki se sont rencontrées avec le plus de force. L'enluminure métamorphose le livre. Elle fait oublier les mots et elle fait surgir le sens, rend visible soudain ce processus miraculeux qu'est la lecture. Nous voyons des lettres, mais nous lisons des poèmes. Nous déchiffrons des mots, mais nous voyons le sens. C'est cette rencontre enfantine avec la signification, avec l'esprit qui habite la lettre, que renouvelle pour chacun d'entre nous ces illuminations, ce travail surprenant que l'on peut voir dans le livre que Zaouki a consacré à Rimbaud. Les illustrations des illuminations font partie des œuvres les plus éclatantes, vivantes, puissantes, si vivantes et si puissantes qu'elles semblent habitées par des symphonies perpétuelles. Au cœur de ces images, il y a le souffle. Le souffle, vous le savez, est au cœur de l'Orient, au cœur de l'esprit religieux de l'Orient, au cœur de la littérature orientale, au cœur de la vie d'Orient. Tout le yoga est construit là-dessus, le bouddhisme, le confucianisme, la recherche du souffle, pas le souffle d'inspiration et d'expiration, mais le souffle qui monte de l'intérieur, celui qui nourrit, celui qui nous habite. Et la parole de même, elle respire, elle palpite en s'échappant de la page. L'élan et le mouvement jaillissent de la couleur. Ainsi, dans les dramatiques illustrations du canto pisant des rapins, où les couleurs d'or et de sang semblent réunies pour un combat sacré. C'est une naissance du monde créée à partir de l'incréé qui donne lieu à l'échange. C'est bien cela que révèle la contemplation de la nature pour Zaouki, c'est cela que vise à dévoiler l'abstraction, le souffle contenu au creux de l'objet, le souffle en attente d'être libéré au risque de s'évanouir. À travers la couleur, la forme se brise, écrit Yves Bonnefoy, exprimant la vérité de la peinture de Zaouki. Chers amis, ce que je voudrais donner à sentir et à voir aujourd'hui, c'est à quel point la rencontre entre Zaouki et les poètes donne naissance à des œuvres vivantes, des œuvres qui délivrent, des œuvres qui guérissent. Il y a derrière chaque page une force originelle, une force qui sommeille et qui est prête à être débusquée par la meute des mots lâchés par Michaud, par Jacotet, par Bonnefoy, et par le pinceau lancé pour forcer quelque animal mythique. Cette lumière qui est répandue est en effet une lumière qui guérit et qui guide en éclaireuse échiquetée, comme l'a écrit René Char. La peinture de Zaouki ne mène pas vers les gouffres, mais bien à travers les gouffres. Pour peu qu'on accepte de se livrer à elle, sa peinture offre l'expérience intime
d'une renaissance à soi-même. Nous voici aujourd'hui encore, grâce à Zaouki, comme ces enfants en deuil dans les illuminations de Rimbaud, regardant ces merveilleux nuages dans la grande maison de vitres encore ruisselantes. Eh bien, dans cette grande maison, plus que jamais, nous avons, c'est ma conviction, besoin de peintres et de poètes. Les temps que nous traversons sont des temps difficiles pour le monde, pour nos pays. Reprenons cette question qui était celle d'Hölderlin, Heidegger à sa façon a repris aussi, et Adorno, à quoi bon des poètes dans des temps de nécessité? De la même façon, nous pourrions dire, à quoi bon des peintres dans des temps où l'homme est un loup pour l'homme? À quoi bon donc? À quoi bon se référer? À quoi bon se nourrir encore de ces livres et de ces créations? Eh bien, la réponse, elle est dans tous ces ouvrages qui sèment l'espoir, qui ouvrent des chemins sans rien imposer. Mais pour qu'une telle rencontre soit possible entre poésie et peinture, il nous faut des êtres d'exception. Et je voudrais m'interroger avec vous quelques instants, quelle est donc la spécificité de Zaouki pour avoir réussi ce miracle qui est d'être accompagné, d'accompagner autant de poètes du XXe siècle. Je ne crois pas qu'il y ait de peintre qui ait choisi de consacrer une part aussi importante de sa vie, de son œuvre, de sa création, à ce compagnonnage avec la poésie. Des grands poètes, les plus grands de son temps, mais d'autres moins connus. Et c'est bien qu'il y avait derrière cette démarche une nécessité pour le peintre sur lequel je voudrais m'interroger avec vous. Le premier élément, c'est que Zaouki s'inscrit dans une quête pour affronter la dureté du monde. Il fait partie de ces créateurs qui ne tournent pas le dos au monde, mais qui veut chercher à le comprendre, qui veut chercher à l'étreindre, qui veut chercher à fendre en quelque sorte le miroir de façon à passer de l'autre côté et nourrir la démarche des autres hommes. En dépit des apparences et de son sourire, toujours affable, Zaouki a traversé bien des épreuves qui sont celles de l'histoire, bien sûr, quand on se rappelle qu'il quitte la Chine, travaillé par toutes sortes de convulsions. Il vient d'un empire vieux de milliers d'années, lui le descendant d'une lignée de lettrés, donc il est directement au contact de l'histoire en marche dans son propre pays. Il arrive à Paris au lendemain de la guerre, mais un Paris qui est encore marqué par la guerre, le Paris des tickets de rationnement, le Paris qui souffre des restrictions, et il n'a pas été ménagé par des drames intimes, et en particulier la souffrance, l'accompagnement de la souffrance et de la maladie de son épouse May. Plus encore, Zaouki a connu le corps à corps avec la vie. Et il l'a vécu directement dans son œuvre. On le voit, chacune de ses toiles le montre, sa peinture a cette capacité miraculeuse, et c'est pour cela qu'elle guérit, qu'elle aide à ce point chacun d'entre nous qui la regarde, elle permet, cette peinture, de dompter la catastrophe. La peinture, en effet, peut enfermer dans son cadre toute la profondeur des drames cosmiques. Et je pense à cette toile extraordinaire qu'il a peint en 2004, Le vent pousse la mer, où il se confronte directement à cette puissance des éléments. La mer, le ciel, le vent. Et cet homme, en 2004, trouve la force d'y adjoindre, alors qu'il a abandonné la figuration pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies. Il trouve la force d'y adjoindre une petite barque, symbole de l'humain, avec un homme dans cette barque, qui va donner sens à cette toile, rétablir un ordre, alors même que les éléments fouettent cette toile de façon magistrale. C'est bien là le signe qu'il y a une place pour l'homme dans le monde, qu'il y a un espoir pour l'homme dans le monde. Et la peinture de Zaouki, il faut le rappeler, ne s'isole pas, ne l'isole pas du monde. Il veut au contraire absorber les secousses du monde et il agit en quelque sorte en sismographe de l'humanité. Je voudrais me référer encore à une autre toile, celle qu'il peint au lendemain du 11 septembre, et alors qu'il a lui-même connu la maladie à travers une thrombose. Et cette toile montre une sorte de tour, de monolithe noir encombré de fumée piquée d'or sur un fond bleu. On reconnaît le drame, évidemment, du World Trade Center, qui continue à hanter le monde entier. Il se confronte
à la matérialité de l'histoire, à l'épaisseur de l'histoire, sans chercher à détourner le regard. Mais, rappelons-le, maître du chaos, il est aussi maître de l'espoir et de la vie. Rappelons-nous les mots qu'il inscrit sur l'affiche qu'il donne aux étudiants de mai 68. Il écrit sur cette affiche, en grandes lettres, les mots suivants, « vivant d'abord ». Et il y a là évidemment la force du message, mais aussi l'ironie du message, car vivant d'abord avant toute révolution, vivant d'abord au-delà de toute révolution, c'est-à-dire toujours capable de créer, d'aimer, de changer le monde avec fraternité parce que vivant. Et c'est cette vie qui précède toute chose qui porte l'espoir. Sa vision de l'espoir, de l'histoire, était celle d'une genèse permanente. Ce que nous a montré Zauki, c'est que le drame de la création, le choc des forces élémentaires, se joue à nouveau à chaque instant. Il est la trame de nos vies, de notre conscience du temps où le commencement et la fin sont toujours entremêlés. Et si vous regardez chacune de ces œuvres, et si vous regardez ce qui est la plus grande difficulté de la peinture, comment occuper l'espace. Certains peintres, évidemment, occupent tout l'espace de grands aplats, de couleurs, mais Zauki est le maître dans la capacité à jouer sur le plein et le vide, sur une organisation de l'espace qui paraît impensable. On a le sentiment que le tableau en permanence va basculer, que le décalage entre les couleurs va le faire tomber, ce tableau. Eh bien non, il arrive à trouver, dans cet équilibre des forces, cet équilibre des puissances, il arrive à trouver la peinture juste, l'équilibre nécessaire. Ce qu'a cherché Zauki, c'est le surgissement du sens. C'est bien l'issue de sa recherche picturale dans les années 50, quand il s'éloigne de la figuration première pour avancer dans le monde des signes purs. Et l'on voit à quel point il y a un ordre, un mouvement, une suite finalement assez logique au parcours qui est le sien. Et il trouve sa véritable voie lorsque les caractères, les signes peuvent danser librement sur la toile. Je pense à cette toile magnifique, La Nuit remue de 1956, qui nomme en hommage à son ami poète, Michaud. Une deuxième toile sera nommée d'après un titre de Michaud, Nous deux encore, quelques années après la mort de May. On voit à quel point, dans l'organisation de ces toiles, qui sont des toiles extraordinairement fortes, j'allais dire presque tragiques, terribles, par le jeu des couleurs, l'affrontement entre les couleurs, on voit à quel point le signe vient donner une direction et donner un sens. Ce qu'il exprime encore, et peut-être surtout, c'est la puissance du don. Son parcours avec les peintres, avec les musiciens, avec les poètes de son temps en témoigne magnifiquement. Et il faut saisir et se rappeler, pour un peintre qui, à chaque toile, s'élance dans le vide à l'épreuve du choc et du chaos du monde pour s'atteler à la création du monde, eh bien une main amie, un regard ami, prennent tout à coup une valeur primordiale. Le défi est immense, on le sait bien pour tout créateur. René Char, à l'épreuve de la résistance, à l'épreuve du combat contre le nazisme, Michaud, à l'épreuve des drogues et à l'épreuve de cette difficulté de créer, de trouver et de forcer une identité. Eh bien, on voit à quel point cette rencontre, pour Zauki, pour Michaud, pour les poètes, dans leur rapport avec Zauki, on peut citer quelqu'un comme Laurent Gaspard, qui répétera à l'infini à quel point cette rencontre a été magique pour lui, à quel point la présence d'un petit tableau sur le mur où il travaille, face auquel il travaille, a été décisive dans l'accompagnement de son œuvre. On voit à quel point ce partage humain, fraternel, accompagne tous ces artistes, chacun sa preuve, aux sources d'une confiance retrouvée grâce au regard de l'autre. Donc, ces œuvres, ces livres, il faut les voir, bien sûr, comme la magie d'une rencontre qui nous est offerte, mais il faut voir aussi la puissance de ces œuvres dans la magie d'une rencontre pour l'œuvre de chacun de ces artistes, qui leur permet de continuer à avancer, de continuer à creuser, de continuer à chercher. Non seulement Zauki n'hésite pas à se confronter avec le monde, mais, et c'est un deuxième élément important, parce que bien sûr, faire face à la dureté du monde, c'est d'un grand mérite quand on regarde la création contemporaine, mais sa deuxième tâche est elle aussi très importante,
c'est qu'il se confronte et s'ouvre à la diversité du monde. Diversité du monde dans un temps comme le nôtre, où la peur, l'intolérance sont au rendez-vous. Et c'est bien le risque qui aujourd'hui menace la création, le risque de l'enfermement, le risque de l'aplatissement de la création, le risque d'uniformité. Donc la démarche de Zhaoqi mérite là encore d'être méditée, aller vers la diversité, s'ouvrir à la différence pour enrichir son œuvre propre. Zhaoqi, au bout du compte, à travers tous les chemins qu'il multiplie, s'impose comme une passerelle. C'est une passerelle, bien sûr, entre l'Orient et l'Occident. C'est une passerelle entre la tradition et la modernité. Lui qui est venu de l'adoration de Paul Klee, de Cézanne, de Matisse, il a reparcouru le chemin vers les origines, il a redécouvert la technique âpre des peintres chinois classiques avec leur ascèse, leur recueillement, leur intensité dans le tracé et le pinceau. Il a redécouvert, au gré de son cheminement d'homme et d'artiste, les encres qu'il avait longtemps abandonnées et qui ont été si importantes dans les illustrations de poèmes et qui ont pris une place croissante dans son œuvre. Et puis il a redécouvert le paysage jusqu'à ces moments lumineux que nous avons passés ensemble avec Françoise au pavillon de la Lanterne, où il s'est mis à peindre sur le motif, alors qu'il n'avait plus la force de travailler à des peintures à l'huile, travailler sur des aquarelles, et pour la première fois en extérieur, directement sur le motif, pour saisir cette diversité et ce foisonnement de la nature. Finalement, l'exemple de Zhaoqi nous montre à quel point l'art est inséparable de la vie. L'art authentique comme quête d'abord de vérité. Il faut l'avoir vu peindre, cette patience, ce retour perpétuel au canevas, cette méditation qui gonfle son labeur. Il faut mesurer aussi, derrière cette vérité, ce besoin de fraternité, et j'en prendrai pour exemple la multiplication des hommages qu'il a fait tout au long de sa vie. Hommage à Françoise, hommage à Michaud, que vous pourrez découvrir, l'un des trois hommages que vous pourrez découvrir tout à l'heure. Il y a là une démarche singulière pour un peintre. Peu de peintres s'adonnent à l'hommage. Et c'est là sans doute une des caractéristiques très fortes de Zhaoqi, c'est sa capacité à admirer, sa capacité à progresser par l'empathie, par l'amitié, par l'affection qu'il pouvait avoir avec d'autres peintres, d'autres poètes, d'autres musiciens qui lui apportaient leur propre source d'inspiration. Humilité également, vérité donc, fraternité, mais humilité, parce que son travail est un travail éternellement recommencé. Et si les livres sont si nombreux, c'est parce qu'il veut aller toujours plus loin. Il veut constamment se confronter à la page blanche, et on le retrouve tout entier dans ce leitmotiv qui était celui qui revenait en permanence quand on l'interrogeait sur le sens de sa journée, sur ce qu'il avait fait. La réponse était toujours la même, je travaille, je travaille. C'était là son identité de peintre, cette identité d'un peintre qui se révélait dans le travail quotidien, montant tôt dans son atelier, n'en partant que tard le soir. Il y avait là cet homme se confrontant à ce mystère de la création avec la régularité d'un métronome. Chers amis, voir ce travail de rencontre entre poète et peintre, c'est faire aujourd'hui un acte de vie dans un temps qui est menacé et guetté par la mort. C'est faire acte d'espérance envers et contre tout, et c'est ce qui fait qu'il ne peut y avoir d'avenir digne de ce nom pour l'homme qui ne soit bâti sur la création, sur la culture. Il faut en permanence se confronter à cet absolu, et les peintres, les créateurs, les poètes sont là pour nous faire entrevoir cet absolu si difficile dans la vie quotidienne à comprendre, à entrevoir, à imaginer. Et parce qu'un livre où s'exprime le peintre et le poète est une œuvre vivante, toujours en construction, où chacun, en quelque sorte, essaye de découvrir, de trouver de nouveaux chemins, il nous appartient, sous l'égide du peintre et sous l'égide du poète, eh bien, de saisir à notre tour cette étincelle magique qui va nous permettre de progresser dans notre propre vie. Donc continuons de voyager, continuons de feuilleter ces livres, continuons de leur donner vie,
pour y saisir ce qui y fut présent dès l'origine, à la fois cette douleur, mais aussi cette joie de la création, et puis peut-être aussi cette fraternité du voyage fait à deux, cette fraternité d'un voyage qui prend tout son sens à travers l'objectif, qui est celui d'un homme meilleur et d'une vie meilleure. Merci.